En 2004, on a le patron de TF1 qui explique son métier dans un livre et il dit ça. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Et ça, là, du coup, c'est exactement ce qu'il faut comprendre sur le pouvoir médiatique de l'époque. Et si là, je te parle de ça, là, aujourd'hui, c'est parce que ça fait pile poil une semaine que j'ai commencé à poster une vidéo par jour sur YouTube. Et il y a un truc qui m'a choqué par rapport à la distribution, à l'audience. Alors, écoute bien, si tu comprends le fond de mon message, tu vas avoir vraiment une longueur d'avance sur le marché. Comment ça se passait avant? C'était assez simple, c'est que les médias avaient donc leur programme, ils attiraient un maximum d'attention à l'écran, et finalement, ils revendaient cette attention-là à des annonceurs. D'où la phrase, donc ce qu'on vend à Coca, c'est du temps de cerveau humain disponible. Et donc du coup, quand je parle de pouvoir dans cette vidéo, je parle vraiment d'une notion très concrète, c'est cette capacité et cette faculté à capter l'attention des gens. Pour donner un exemple, en 1987, on a Bouygues qui a investi plus de 3 milliards de francs, donc l'équivalent de 457 millions d'euros, pour détenir, je crois que c'est 50%, la moitié ouais, du groupe TF1. Plus une autorisation publique qu'ils ont obtenue également, pour pouvoir finalement juste avoir le droit de parler à des millions de personnes. Donc là, tu as la preuve juste ici, 50% du capital de TF1 au groupe mené par Francis Bouygues. Donc voilà, là, juste pour remettre un petit peu d'ordre par rapport aux différents groupes et à ce qui existe. Donc Bouygues, aujourd'hui, possède donc, le média TF1. Ensuite, tu as Bolloré qui possède donc, le média Canal+, CNews, Europe 1, donc tout ce qui était touche pas à mon... Enfin, tout ce qui est touche pas à mon poste, etc. Ensuite, tu as également le groupe Dassault. Donc eux, c'était plus la presse, donc le Figaro, les journaux et compagnie. Et tu as également donc, RTL Group. RTL Group, je crois que c'est un groupe étranger, hein, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est un groupe étranger qui, eux, possèdent le groupe M6 qui a... petite anecdote, c'est qu'on a Xavier Niel qui a tenté de les racheter, mais qui n'y est pas parvenu. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que avant, donc là, il y avait vraiment que très peu, mais vraiment très peu de chaînes donc de télévision et également très peu de médias. Là, ils y sont pas tous, mais je crois que c'était, genre, tu avais la télévision publique, les genre France 2, France 3, etc. Et après, quelques chaînes privées. Donc, c'est-à-dire qu'ils détenaient vraiment ce monopole. Et il y avait une énorme barrière à l'entrée pour pouvoir accéder à ce marché de l'attention. Et tu vas comprendre comment ils se sont fait un paquet d'oseille par rapport à ça. Voilà, avant, il fallait avoir l'argent. Donc, si tu n'avais pas, soit tu venais pas d'une grosse famille, enfin, soit tu venais d'une grosse famille, soit tu avais réussi à avoir une entreprise prospère. Donc, l'argent plus les autorisations. Ensuite, ça te permettait d'accéder et de posséder un média qui te permettait du coup de capitaliser sur une audience et donc d'avoir de l'attention et donc derrière d'avoir des ventes, que ce soit à travers la publicité qui se faisait principalement, comme on l'a dit au début, avec vendre de l'espace mental dans la tête des gens. Et c'est comme ça que les affaires tournaient à l'époque. En fait, la chose qu'il faut capter sur ce game-là, c'est qu'il y avait vraiment que très peu de personnes finalement qui possédaient un peu le micro, la caméra, enfin la visibilité. Et du coup, c'est eux qui choisissaient ce qu'on allait voir et entendre. Je ne sais pas si tu te rends compte un petit peu, parce que là, aujourd'hui, on a Internet, on a tout ce qu'il faut, donc on a accès à l'information. Mais imagine une époque où c'est un groupe de moins de 10 personnes qui sont là et qui décident à 100% de ce qu'ils vont voir, enfin de ce que vous allez voir, le peuple va voir, et de ce que eux vont décider de montrer. Donc que ce soit d'un point de vue politique, économique, etc. Mais tu te doutes bien que ça n'allait pas rester comme ça. Le temps est passé. Et là où avant, donc il fallait posséder le canal, il fallait posséder les médias, il y a un petit nouveau qui a fait son apparition et qui a permis de redistribuer un petit peu les cartes. Donc ça, c'est vraiment le premier acte. Et ce petit nouveau, c'est Internet et les premiers réseaux. Aujourd'hui, tout le monde peut publier, mais l'audience vient finalement avant la portée. Donc ça, c'était le premier modèle, l'ancien modèle à l'époque. Et mine de rien, c'était quand même fou parce que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, tu n'avais plus besoin d'être riche, tu n'avais plus besoin d'avoir des contacts pour pouvoir justement, toi aussi, pouvoir, comment dire, porter ta voix et diffuser un message aux yeux du monde entier. Donc ça, c'était cool, mais au fur et à mesure que ça a commencé à grossir, on a commencé à voir également les limites de ce modèle-là, c'est-à-dire que fallait poster, ou sinon, il fallait peut-être être déjà connu pour pouvoir avoir une grosse audience. C'est ce qui s'est passé également avec les influenceurs, donc finalement qui reproduisaient un petit peu l'ancien schéma. Ils passaient à la télé, ça leur faisait une grosse visibilité. Grosse visibilité, ça leur faisait une grosse audience sur les réseaux. Du coup, ils étaient suivis et du coup, forcément, ils maîtrisaient un canal de distribution. C'est pour ça qu'on a eu aussi l'avènement des influvoleurs, les placements de produits, ces trucs comme ça, parce qu'ils avaient une grosse audience. En fait, ils reproduisaient sur Internet l'ancien schéma. Ils possédaient l'audience, donc du coup, ils pouvaient diffuser un message qui était vu par beaucoup de personnes. Et en fait, les premiers algorithmes également étaient calqués un peu sur ce schéma-là. C'est-à-dire que si tu n'avais pas d'audience, finalement, ton message il était limité aux peu de personnes qui te suivaient. Alors que avec ces personnes-là qui avaient des grosses audiences, du coup, elles pouvaient
envoyer un message à tout plein d'autres followers, abonnés, etc. Et donc on arrivait à un modèle où finalement tout le monde peut publier, mais pareil, encore une fois, si tu voulais être vu, il te fallait avoir une grosse audience. Et après ça, il s'est passé encore une nouvelle chose, une nouvelle rupture, on va dire, un nouveau petit... une nouvelle petite règle qui a changé encore et qui a rebattu les cartes. Cette règle-là, c'est la recommandation. C'est le nouvel algorithme avec l'algorithme justement pour toi de TikTok. Je crois que ça arrivait un peu avant le Covid et ça a explosé lors du Covid. C'est que le contenu, maintenant, peut littéralement venir avant l'audience. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'on part, sur le système de recommandation. Tu fais un bon contenu, je vais venir chez toi et si j'aime ce que tu fais, bah, je vais te suivre. Et là, du coup, on inverse les rôles. Avant, tu avais donc l'audience et ensuite tu lui diffusais le contenu. Ça, c'était sur les médias traditionnels. Aujourd'hui, avant, avec les réseaux, tu avais donc les personnes qui te suivaient, donc à nouveau l'audience, mine de rien, à qui tu diffusais le contenu. Et aujourd'hui, là où avant on avait donc le follow contenu, on a inversé les rôles, c'est-à-dire que le contenu va permettre d'attirer le follow. C'est-à-dire que tu peux être diffusé, ils ouvrent littéralement le champ des possibles aux personnes qui maîtrisent l'art du contenu pour faire beaucoup de vues, et du coup, toutes ces vues-là vont attirer l'audience. Et c'est plus l'inverse, justement. Et là où avant, la logique, c'était « je suis abonné à ton compte, je te suis, donc je vois ton contenu », maintenant, la nouvelle logique, c'est « je vois ton contenu, donc peut-être que je vais te suivre et m'abonner à ton compte ». Et ça, comme je disais, c'est grâce à l'algorithme pour toi de TikTok, donc 2016. 2016, après j'ai dit 2020 parce que je sais que c'est vraiment en 2020, lors du Covid, que ça a explosé au niveau de TikTok, des trends, des artistes, de tout ça. Mais voilà. Bon, je te laisserai lire, tu mets pause, mais grosso modo, il explique que justement, c'est basé sur les intérêts, on s'en fout finalement du nombre de followers que tu as. Si ton contenu est bon, il va être poussé donc à différentes poches d'audience qui vont devenir de plus en plus grosses selon la pertinence et la qualité de ton contenu. Et à quoi ça ressemble concrètement? C'est que là, voilà, par exemple, tu vas poster une vidéo. Au début, elle va être montrée à un petit groupe de personnes. Si ces personnes like, partagent, commentent, bah, elle va être montrée à encore plus de personnes. Si ces personnes font la même chose, elle va être montrée à encore plus de personnes. Et là, au fur et à mesure, tu as ce phénomène finalement de viralité. Et tout ce que tu peux voir là sur l'algorithme, tout ça, c'est exactement ça. Finalement, l'algorithme, c'est simplement de la sociologie. C'est des gens qui partagent, qui partagent, qui partagent. Et ça, c'est les règles de base de la viralité. Et donc, comme je l'expliquais juste avant, donc tu vas avoir vidéo qui va entraîner réaction qui va entraîner recommandation, et ensuite recommandation qui va entraîner nouveau public. Donc le contenu peut maintenant construire une nouvelle audience s'il est bien maîtrisé et surtout s'il est bien exécuté. Et du coup, quand je te parle de pouvoir, je te parle de ça, c'est vraiment là qu'on matérialise la magie des réseaux. C'est qu'un simple contenu fait avec une caméra, fait avec ton téléphone, peut ensuite te permettre d'attirer des nouveaux spectateurs, qui peut ensuite te permettre du coup d'attirer une audience. C'est là qu'on voit tous les nouveaux créateurs. On parle plus maintenant d'influenceurs, on parle vraiment de créateurs. C'est ce terme-là qui est à la mode. Et ensuite, cette audience va te permettre du coup de faire plus de contenu parce que tu vas avoir plus de moyens, plus de production et qui va ensuite te permettre d'avoir un média. Pas un média forcément traditionnel au sens du terme, mais en tout cas une audience et des personnes qui vont te suivre par rapport au contenu que tu crées et qui vont du coup avoir les yeux rivés sur toi et à laquelle finalement, cette audience, tu vas pouvoir lui partager un ou différents messages. Et donc grossièrement, en fait, plus tu crées du contenu, plus tu œuvres à créer et à bâtir ton propre média. On a eu l'exemple, par exemple, le 5 octobre 2025, à vérifier au niveau de la source. C'est un événement donc, que tout le monde connaît et que je pense que tu connais aussi, qui a été créé sur Internet. Cet événement qui a été diffusé par France Télévisions. Je sais pas, est-ce que tu vois? Si tu vois la commande déjà, avant de te spoil sur la vidéo. Cet événement-là, c'est le GP Explorer de Squeezie. Donc je sais pas si c'est le premier événement qui a été diffusé à la télé, mais finalement, c'est un événement qui est sorti d'Internet de par un gars qui était dans sa chambre, qui a allumé sa caméra, qui a commencé à créer du contenu, qui a réussi à bâtir une audience. En plus, lui, il est tombé pile poil au bon moment où tu pouvais encore capter du monde donc, et avoir une audience qui ensuite voyait tes contenus. Et il a réussi ensuite à pivoter, à basculer sur ce modèle qu'on connaît aujourd'hui, et donc à avoir sa propre communauté, son propre média, créer ce qu'il avait envie de créer, donc là son événement, qui est devenu si gros que ce sont les médias traditionnels qui ont essayé de se le réapproprier. Petite parenthèse aussi, comme tu peux voir, ce format il est un peu expérimental, là je teste des choses, c'est une vidéo par jour pendant 31 jours, donc sois indulgent, je sors vraiment de ma zone de confort, donc je te prierai, s'il te plaît, de mettre un petit like si tu veux donner de la force, parce que là, pour le coup, c'est pas un exercice qui est facile, mais en tout cas, ça me permet de me challenger et de tester des nouvelles choses pour voir un petit peu récolter de la data que je pourrai ensuite te partager. Et ce qui est beau, en fait, par rapport à ça, c'est que c'est un peu comme une passation de pouvoir, c'est-à-dire que tu as
le nouveau média. Enfin, il faut voir un petit peu, c'est à toi de voir comment, dans quel sens tu le vois, mais c'est un peu le nouveau média qui transmet donc, son pouvoir à l'ancien média, et c'est un peu l'ancien média qui dit « Ouais, effectivement, tu as ta place parmi les grands », et qui va un peu adouber ce nouveau média. Bon, bref, je trouve que c'est super intéressant à analyser comme concept. Et là, je vais te poser une petite question. À ton avis, si tu n'as plus besoin d'avoir une audience pour être visible, c'est quoi ce nouveau pouvoir, justement, qu'il faut absolument maîtriser pour ces prochaines années, qui va te permettre de prendre une longueur d'avance sur tout le reste? Bon, si tu n'as pas la réponse, je vais te le dire, c'est de savoir maîtriser et capter l'attention grâce à ton contenu. Et aujourd'hui, ça se traduit comment? Ça se traduit par capter l'attention, donc comme je viens de le dire, pourquoi je m'arrête. Ensuite, ça va être de la garder, la conserver, ce storytelling et toutes les autres méthodes qu'il y a autour pour faire en sorte qu'une personne te regarde du début à la fin. Donc pourquoi je continue? Et ensuite, du coup, de savoir monétiser cette audience, parce que du coup, les cartes ont été redistribuées. Et c'est ce qui permet finalement à monsieur et madame tout le monde qui maîtrisent l'art de l'attention grâce au contenu, de pouvoir ensuite se dégager un revenu et faire plus ou moins d'argent grâce à ça. Donc si tu regardes bien, tu vois, il y a vraiment un fil rouge entre les trois, et c'est exactement, mine de rien, ce que faisait TF1 à l'époque avec ses médias, c'est qu'ils savaient capter l'attention grâce à leurs médias, ensuite ils gardaient cette attention-là avec leurs programmes télévisés, et ils monétisaient grâce à la publicité. Nous, aujourd'hui, c'est la même chose, c'est juste qu'avant, eux, ils avaient des barrières à l'entrée, que ce soit financière ou en termes d'autorisation, alors que nous, aujourd'hui, il faut simplement apprendre cette compétence qui est la création de contenu et surtout la capacité à capter l'attention avec le contenu. Et du coup, comment on fait tout ça? Petit exposé. Donc, pour capter l'attention, il y a différentes façons. Là, bon, voilà, c'est une vidéo relativement en surface, mais qui va quand même t'apporter, j'espère, de la valeur. Aujourd'hui, pour capter l'attention, c'est pas simplement avoir des hooks qui tuent ou une accroche de fou, c'est vraiment déjà avoir le bon sujet, avoir le bon angle qui va te permettre du coup de trouver quelque chose qu'on a envie de regarder. C'est un peu comme si, à l'époque, à la télé, ils avaient donc différentes chaînes et différents programmes. Il y avait des programmes qu'on avait envie de regarder, d'autres programmes qu'on n'avait pas envie de regarder. Ça, c'est justement ce qui matérialise le sujet aujourd'hui. Ensuite, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'angle. Comment créer donc des meilleures vidéos? Comment faire en sorte qu'on présente les choses d'une façon qui donne envie de la regarder. Donc toujours sur ce côté, capter l'attention. Donc la distinction entre angle générique et angle avec tension, finalement, en fait, c'est pas le montage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils font un bête de montage, etc. C'est pas le montage qui va sauver une mauvaise idée. Généralement, quand tu vas au cinéma, les montages sont très simples, sont simplement des cuts. Il n'y a pas d'effets spéciaux, etc. Donc pareil, sur un montage, sur un contenu, que ce soit long ou court, t'as pas besoin de mettre des transitions fondues, des trucs, des effets spéciaux. Tu as juste besoin finalement d'avoir une bonne idée et une exécution bien maîtrisée. Et donc à la fin, on arrive sur ce schéma-là qui va être sujet, angle et packaging. À partir du moment où tu as ça, donc de quoi tu parles, comment tu fais pour rendre la chose intéressante et surtout comment tu le rends visible, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu as vraiment le starter pack et tout ce qu'il faut comprendre pour capter l'attention. Donc une fois que tu as capté l'attention, c'est comme si tu avais un peu créé une attente. Maintenant, une fois que tu as créé cette attente, il va falloir un peu la rembourser. Et là, c'est là où on va rentrer dans cette phase qui est de garder l'attention. Et juste pour être au clair et pour clarifier cette partie, en fait, garder l'attention, finalement, ça va être la rétention, donc cette capacité à garder les gens du début à la fin. Mais en fait, la rétention, c'est un résultat, c'est une conséquence. Une conséquence de quoi? Une conséquence d'une bonne énergie, essayer d'être opérationnel quand tu crées ton contenu, une conséquence d'un bon montage également, donc un montage rythmé, dynamique qui fait en sorte qu'on ne s'ennuie pas et qu'on a envie de regarder la vidéo, et également, du coup, une conséquence d'une autre compétence qui va être le storytelling, l'art de savoir maîtriser les mots, la façon de parler, et qui va donner du coup, encore une fois, envie aux gens de rester du début jusqu'à la fin. Et finalement, aujourd'hui, une bonne structure de contenu, ça ressemble un peu à ça, à savoir donc promesse, preuve, exemple, progression, résultat. Donc promesse parce qu'il faut quelque chose qui capte l'attention, justement, on se dit ok, je vais avoir quelque chose. Ensuite, preuve pour prouver que ça marche, qu'on se base pas simplement sur des mots. Après, différents exemples pour pouvoir connecter le cerveau avec des choses concrètes, progression pour voir vraiment une évolution dans le suivi du contenu, et à la fin, résultat, parce que forcément, à la fin, je veux une transformation, je veux quelque chose, il faut faire vivre quelque chose aux gens. Comme on dit en marketing, ce que tu vends, c'est toujours une transformation, et quand tu consommes un contenu, il y a une transformation. C'est pas une transformation factuelle, mais c'est je passe d'un état où peut-être je connaissais pas quelque chose, ou à un état où j'ai appris quelque chose, ou bien je passe d'un état où je me faisais chier littéralement chez moi, et à la fin de ton contenu, j'ai rigolé, je me suis amusé. Enfin bref, le but, c'est vraiment d'apporter justement ce qu'on appelle de la valeur grâce à ce que tu proposes sur les réseaux. Et enfin, un dernier point, une fois que tu as l'attention, ça va être monétiser. Donc pour monétiser, il y a différentes façons. Pareil, on va voir les différents points en surface pour que tu comprennes quand même ce qu'il en est. Donc tu peux avoir une offre
services, coaching, produits, toutes les choses qu'on a vues avec l'avènement des infopreneurs, des coachs business, ces trucs-là. Tu peux avoir également des sponsors, donc comme on peut voir par exemple chez les gros youtubeurs où tu as genre NordVPN, RhinoShield qui sponsorisent une vidéo, ça rapporte beaucoup ça aussi. Tu as également donc les plateformes qui vont te payer avec l'AdSense par exemple, les revenus publicitaires, les abonnements. Abonnements comme OnlyFans, Mime aussi, ces trucs-là. Et après, finalement, tu vas avoir l'affiliation. Donc l'affiliation comme on peut la voir sur Amazon, sur Boursorama, les trucs, où plus tu vas amener des personnes donc, vers une offre et plus tu vas pouvoir en dégager des commissions. Donc ça, ce sont des business qui fonctionnent très bien. Et comme je le dis souvent, là, ici, là, sur ce schéma-là, tu as littéralement l'ensemble des business. Sur la partie business en ligne, tu as 80 à 90% de ce qui se fait en termes de monétisation. Donc, moralité de toute cette histoire, j'espère vraiment que tu auras appris quelque chose et que je me suis pas trop perdu dans les explications. Mais c'est qu'avant, finalement, il fallait donc posséder une audience pour pouvoir ensuite publier du contenu à travers les médias et obtenir de l'attention, cette attention que tu allais monétiser. Aujourd'hui, maintenant, tu crées du contenu grâce à la compétence que tu maîtrises qui te permet du coup de capter, garder, puis monétiser. Et ensuite, à partir de ça, tu vas créer ton audience. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose. Là, ce challenge d'une vidéo par jour, il est totalement connecté à la vidéo que je viens de te montrer. C'est-à-dire que si tu as capté aujourd'hui le fond du message qu'il fallait maîtriser cette compétence qui est la création de contenu, et ben tu comprendras également que ce challenge-là, finalement, c'est un peu comme un terrain de boxe, un sparring, qui me permet aujourd'hui de monter en compétence, d'avoir différentes datas. Parce que, mine de rien, regarder des vidéos sur comment créer du contenu, reprendre des coachings, des trucs comme ça, qui vont t'apprendre à créer des hooks, des trucs, c'est bien, ok. Mais dire que tu vas faire quelque chose, c'est pas le faire. Et la meilleure façon d'apprendre aujourd'hui à créer du contenu, c'est de créer du putain de contenu. Donc voilà. Vidéo 7 sur 31, je te donne rendez-vous demain et ciao!